pour dire que là-bas vous allez habiter. C'est comme ça que vous avez des nouveaux colons. Des gens quittent New York, des gens quittent Cracovie, et des gens quittent n'importe quelle ville, Paris, et vont directement comme ça dans une rue. L'armée israélienne les précède, on chasse les Palestiniens. Dès que les Palestiniens sortent des maisons, eux ils entrent dans les maisons, c'est fini, ils sont devenus propriétaires. Wow. Mais tout ça se fait au préalable, ça se négocie, ce n'est pas au hasard, c'est la mafia israélienne qui s'occupe de vendre ces maisons au préalable. Voilà un pays qui pratique cela au vu et au su de tous ces États-là qui disent lutter contre les marchés noirs, les économies souterraines. Mais ça se fait, ils le savent. Les retours des Israéliens en Israël ne se font pas en catimini. Vous n'avez jamais appris que les projets de retour d'un Israélien, il le fait en se cachant. Non, il le fait de manière officielle. Eux, ils le savent. Pourquoi ils n'interrompent pas cela? Vous voyez à quel point c'est pernicieux. Et vous voulez donc aller avec des gens qui sont au courant d'un tel marché noir, qui connaissent de telles pratiques, qui voient se développer une telle économie avec l'État d'Israël. Et vous voulez que ces gens-là sanctionnent l'État d'Israël? Pourtant, ils tolèrent ça. C'est impossible. On ne peut donc pas, pour nous, dans le monde onusien, résoudre le problème palestinien. C'est un des dossiers cruciaux dans ce monde qui nous montre que le monde onusien est désormais révolu. C'est un monde caduc. On ne peut plus penser la liberté des peuples dans le monde onusien. Il faut sortir du logiciel onusien pour envisager la résolution du problème palestinien. Et quand vous sortez donc du logiciel onusien, vous entrez dans un nouvel ordre. Ce nouvel ordre doit être imposé par un ensemble de pays. Il faut donc qu'une puissance satellite, une puissance régionale prenne ses responsabilités et déploie des forces qui vont renverser le rapport de force sur le terrain. Si il n'y a pas une inversion du rapport de force, l'État d'Israël, comme d'ailleurs sa constitution le dit, va toujours s'étendre à l'infini. Vous savez que c'est un État qui n'a pas de limite officielle. Pas de limite. Pas une seule limite. Il n'y a pas un texte qui vous dit quelles sont les limites actuelles de l'État d'Israël. Sa superficie grandit tous les jours. C'est un État qui est capable d'avaler tout le Moyen-Orient. Avec une telle prédisposition, l'État d'Israël est une menace constante. Ce n'est qu'une puissance. Nous avons toujours regretté d'avoir des vins bavards comme les Recep Tayyip Erdogan dans cette sous-région-là. Parce que, hormis faire de grosses menaces ou bien organiser des sortes de parades où il se met en spectacle, on ne le voit pas poser des actes concrets en faveur du peuple palestinien. Vous avez le Hamas qui est en train de se battre. Israël est en train de verser les bombes sur le territoire de la Palestine. Est-ce que vous avez vu Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, agir comme en Ukraine? Il donne les drones Bayraktar à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Alors pourquoi lui-même, qui dit être si soucieux du sort des Gazaouis, et qui dit qu'il reconnaît que le Hamas, suivez ses propos, le Hamas est un groupe de libération, une organisation de libération, une organisation de résistance. Alors, pourquoi il n'apporte pas son soutien clair à ces résistants s'il les considère effectivement comme des résistants? C'est là la contradiction des puissances régionales là-bas. Vous avez la Syrie par laquelle transite le gaz israélien. Le gaz israélien, vous n'avez jamais entendu parler d'un embargo. Jamais. Il n'y a pas d'embargo pétrolier sur Israël. La Turquie continue de laisser transiter le gaz tout naturellement et on se contente de belles paroles, de beaux discours. En fait, chacun se donne bonne conscience sur le malheur des Palestiniens. C'est le même problème avec les royautés, les monarchies du monde arabe. Ces monarchies se donnent bonne conscience pour leur rapport incestueux avec l'État d'Israël en faisant semblant de pleurer les morts des Palestiniens. Chacun tient un discours des plus durs, un discours des plus... Ils peuvent prendre des dispositions. L'Arabie Saoudite investit chaque année 4 milliards de dollars en matière d'armement. On a vu l'Arabie Saoudite aller même importer les combattants au Soudan pour protéger ses champs pétroliers. Mais si l'Arabie Saoudite a autant de moyens, pourquoi ne pas en prêter un peu à l'État de Palestine? L'Arabie Saoudite est un des vendeurs de pétrole à l'État d'Israël. Pourquoi l'Arabie Saoudite ne vote pas le blocus pétrolier contre Israël? Et la réunion de la Ligue arabe la semaine dernière, la réunion de la Ligue arabe nous renseigne encore sur les
tergiversations, si ce n'est l'hypocrisie de ces nations qui disent être unies dans ce qu'ils appellent la Oumma. Hein? Parce que, Bachir, tu sais, toi, tu appartiens à la Oumma. Ouais. Normalement, un musulman, quand il est menacé, c'est l'ensemble de la Oumma qui est menacé. L'Arabie Saoudite qui dit être le garant, hein, de la Oumma dans le monde, l'Arabie Saoudite n'apporte aucun véritable soutien aux Palestiniens. Ce qu'ils font, c'est rentrer dans ce jeu d'hypocrisie avec le Qatar, où on apporte juste les vivres pour tous les Palestiniens qui ont été chassés de leur maison. On leur sert ces vivres en venant par l'Égypte. On dit c'est le soutien aux Palestiniens. Il n'y a pas un État engagé véritablement comme l'Iran, comme le Hezbollah, comme le Yémen, aux côtés du peuple palestinien. Et ce n'est que comme ça, par l'action de ce genre d'action que pose le Hezbollah, le Yémen et l'Iran, que la Palestine peut sortir de la situation de colonisation où elle se trouve. L'Algérie s'est tirée de la colonisation française par une guerre. Le Vietnam a battu la France dans son action colonisatrice par une guerre. Le Vietnam a battu les États-Unis dans leur action colonisatrice par une guerre. L'Afghanistan a fait pareil. C'est pas une guerre qu'on libère un peuple. On ne peut pas libérer un peuple de l'oppression par des pourparlers aux Nations Unies qui sont infestés par les mêmes tyrans, des bourreaux du peuple palestinien. On ne pourra pas résoudre ce problème aux Nations Unies. Excusez, moi je n'ai pas une posture pacifiste sur ce dossier, je le dis toujours. Je n'ai aucune posture pacifiste sur ce dossier. Les sionistes sont de dangereux criminels et quand vous avez affaire à des dangereux criminels, il faut une force qui les dépasse. C'est le cas parfois quand vous avez les bandits dans votre maison. La gendarmerie ne viendra pas les appeler à sortir de la maison simplement. La gendarmerie mettra les moyens en jeu. Quand bien même la négociation est ouverte, il y a toujours une arme qui est brandie et qui menace de les exécuter si jamais ils continuent sur leur mauvaise voie. Tant qu'il n'y a pas de force militaire pour jouer ce rôle de pression, eh bien Israël se sentira toujours sur un terrain d'impunité. Merci Jonathan Batengeni. Avant d'aborder le second sujet, on va prendre l'appel venant du Bénin. Je crois que c'est Sidi. Je vois un numéro béninois. Allô, bonjour Sidi. Bonjour Pan-African Media. Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs de Pan-African Media. Bonjour Sidi. Bonjour à Jonathan Batengeni de Rock. Même dont le cerveau est vraiment dimensionnel. On ne sait même pas juste qui a fabriqué ce cerveau-là bien fait et qui est au service du panafricanisme. Merci à toi, Joe. Le rock, tu es vraiment un rock. Il faut continuer comme ça. Dieu sera élevé. Merci à je dis bonjour à Bachir Ladan, mon frère, le meilleur journaliste au monde, contesté et incontestable. En matière de panafricanisme, comme on le dit sur nos données, il n'y a pas deux. Merci à toi, Bachir. Que Dieu t'élève au-delà de tes ententes. Merci à tous les invités que je ne vois pas. Et merci beaucoup. Avant tout propos, permettez-moi d'apprécier et d'encourager l'union sacrée des peuples noirs sur la question du panafricanisme. Et en même temps profiter pour dénoncer le franc CFA, cette monnaie nazie au service du sionisme, de la criminalité qui fait que nous travaillons toujours pour les autres. Lorsque j'ai fini de dire ça, Bachir Ladam, vous voyez bien ce qui se passe en Israël, vous voyez bien ce qui se passe en Palestine. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons compris ce qu'on appelle droit de l'homme. Droit de l'homme, nous avons compris, c'est rien d'autre que les êtres humains ne se retrouvent en Europe et aux États-Unis. Nous qui le sommes, tous ne sont pas des êtres humains. Il faut que les choses soient claires. Droit de l'homme veut dire il y a droit pour les Américains, il y a droit pour les Français, Allemands, Européens. Mais tous ceux qui restent, ce sont des animaux, on peut les tuer comme on veut, on peut les piller comme on veut, on peut les voler comme on veut. Maintenant, qu'ils nous entendent, parce que nous savons qu'il y aura des guerres de libération en Afrique. Nous savons parce que là nous sommes obligés. Ils sont en train de nous obliger à aller en guerre. Nous allons rentrer en guerre. Comme ceux qui nous maintiennent, qu'on appelle en domination, et ceux qui sont en train de nous coloniser. Nous attendons qu'un pays européen, ou bien que les Américains, ou bien les organisations internationales de droits de l'homme
de Transparency International, d'Amnesty International, de Human Rights, nous parler des droits de l'homme lorsque nous allons commencer par exterminer. Je dis bien, lorsque nous allons commencer par exterminer des terroristes ou bien des sionistes au service de l'obscurantisme. Aujourd'hui, en Palestine, ils se permettent de tuer plus de 1000 personnes. Je dis bien, Bachir, il avait mon frère, 1000 personnes le jour. Personne ne le voit. C'est des animaux qui meurent. C'est quoi cette affaire? Où allons-nous? Même l'argent qu'ils sont en train de chercher là. S'il n'y a pas des êtres humains sur terre, qui va voir qu'ils ont l'argent pour leur applaudir? Personne. Et qui le sache bien, l'argent ne met pas l'homme à l'abri du besoin. Seul Dieu, le vrai Dieu, met l'homme à l'abri du besoin. Qui le sache, personne ne sera enterré avec son argent. Et là, ils nous font même pitié parce que ils ont des âmes, des esprits qui ne valent rien. Seul un intelligent, celui qui a l'intelligence de connaître le vrai Dieu et de se comporter en fonction de ce que ce vrai Dieu-là veut, c'est-à-dire humaniser la terre. Aujourd'hui, lorsque les Alassane Ouattara et autres sont en train de rejoindre la France, mais comprenez que la menace sera que l'alliance de l'État, les États israéliens a commencé par brandir à son effet. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on peut traiter Soro de tout ou de rien. Soro est tout sauf un lâche. Soro, c'est un courageux. Et aujourd'hui, si ils sont capables d'utiliser nos propres frères contre nous, pour nous tuer, pour créer des terroristes, ils vont tuer leur propre famille, ils vont détruire la terre de leurs ancêtres, nous-mêmes, nous allons utiliser ça même frères, ou bien même leurs propres frères, pour nous libérer, quitte à ce que nous détruisons tout ce qu'ils ont comme bien en Afrique. Qu'ils se tiennent tranquilles, Guillaume Soro va reprendre le pouvoir pour le redonner, parce que c'est lui qui avait pris le pouvoir pour donner ça à Ouattara, il va le reprendre pour le mettre à qui de droit. Et ne soyons pas surpris que d'ici peu de temps, Guillaume Soro se retrouve du côté du Mali. Je ne suis pas le digne patriote panafricaniste Massimo Gota. Parce que ça ne pas une question. Personne n'a le monopole de la déstabilisation, personne n'a le monopole des menaces. Tout le monde peut se transformer en déstabilisation et tout le monde peut menacer tout le monde. Là où nous sommes arrivés, c'est le qui-vive, c'est ceux qui peut, soit c'est eux, soit ce sont eux, soit c'est nous. Soit on existe et on vit librement et il n'existe plus, ils redeviennent pauvres, soit on abandonne le combat, on nous examine et laissez-moi vous dire, les peuples africains sont éveillés grâce aux médias comme pour Africa Media. Tout le monde est au courant et il sait quel est son devoir et ce que nous allons faire pour libérer notre continent. Qu'il le veuille ou pas, le continent africain doit prendre son élan. Le 2024 sera une année pour nous. C'est l'année de notre année, comme le disent les Ivoiriens. C'est l'année où nous allons nous libérer et beaucoup de choses sont en train d'être faites pour que la libération soit définitive et complète. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Bachir Lada, une fois encore, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ce panafricanisme, pour la race noire. Jonathan Batengele, continuez, que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui est fort. Panafrican Media. Merci à vous, Sidi, pour la contribution ce matin. Vous revenez quand vous voulez. Il est 9h. Et 9h, c'est l'heure du flash sur les antennes de Pan-African Media. On va prendre les informations et revient juste après. Le président du CNSP, son Excellence, le général Abdourahmane Tiani, est attendu à Bamako le jeudi 23 novembre 2023 pour une visite d'amitié et de travail, à l'exemple de l'avenir de l'AES qui est une nouvelle dynamique stratégique dans la sous-région. Le 16 septembre dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako-Gourma, jetant ainsi les bases de cette alliance qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler
les équilibres régionaux. Cet acte audacieux a ravivé les débats sur l'avenir du G5 Sahel, mais aussi il ne s'arrête pas là. L'AES déploie une vision ambitieuse allant au-delà de la sécurité, visant à l'indépendance économique et l'intégrité des États. Cette nouvelle alliance vise aussi à assurer la défense collective des populations de ces États. C'est une initiative survenue après le retrait du Mali du G5 Sahel, c'était en mai 2022, qui a donc suscité des interrogations quant à l'avenir de ces derniers et à l'émergence d'un G3 Sahel aux objectifs similaires, mais avec une approche bien différente. Rappelons qu'en 2022, le Mali s'est retiré du G5 Sahel, alors composé de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Niger, en signe de protestation contre le refus de certains pays de lui accorder la présidence tournante de cette instance régionale. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Et ce n'est pas Dominique Folro, épouse Ouattara, qui en dira le contraire. La première dame du pays des éléphants est convoquée à Paris par le parquet financier dans le dossier des présumés biens mal acquis qui secouent le clan Bongo. Il faut aussi ajouter à cela le détournement de l'héritage du premier président de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. C'est du moins ce que laissent entendre certaines sources dignes de foi. Côté parti politique, c'est le secrétaire exécutif du chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, M. Kakou Kikakwe, qui a déposé sa candidature pour la présidence de ce parti politique, qui a donc laissé entendre contre toute attente mardi qu'il ne compte pas candidater à la présidentielle de 2025. Devant de nombreux militants du PDCI réunis à Abidjan, il a justifié sa démarche par la nécessité de ne pas disperser les énergies et surtout sa volonté de se consacrer corps et âme à son parti. Celui qui était alors présenté comme le candidat de 2025 a fait savoir que le pays est à la fin de l'année 2023 et qu'à moins de 2 années de l'élection présidentielle d'octobre. De plus, le président du PDCI-RDA, qui sera élu le 16 décembre 2023, ne pourra pas avoir le temps de mener à bien les activités de gestion du parti qui sont très prenantes et de préparation de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 qui est exigeante. Concernant l'ambition de présider aux destinées du parti, Maurice Kakou Kikakwe entend poursuivre son combat qu'il mène depuis des années et rendre le PDCI RDA encore plus fort. Les dirigeants du groupe des pays émergents des BRICS, dont le président russe Vladimir Poutine, se sont réunis mardi 21 novembre en format hybride. Ce sommet virtuel avait pour objectif d'aborder la situation à Gaza et au Proche-Orient. Sur l'ensemble des points abordés lors de sa prise de parole, Poutine a entre autres déploré la catastrophe humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza et a prôné la nécessité d'un cessez-le-feu. Il a déclaré que la Russie a l'intention d'initier des contacts sur le conflit israélo-palestinien lors de sa présidence des BRICS Plus en 2024. Il a poursuivi son monologue en ajoutant qu'à l'heure actuelle, il est primordial de parvenir à une trêve durable et sur le long terme au Proche-Orient et en soulignant également l'inadmissibilité d'élargir la géographie du conflit. En outre, le président russe a accusé les États-Unis de faire échouer les efforts de médiation visant à un cessez-le-feu et à une résolution pacifique du conflit. Il a également dénoncé le non-respect des directives de l'ONU adoptées au XXe siècle à l'encontre du Moyen-Orient. Pour sortir de son discours, Vladimir Poutine a salué la pratique initiée par l'Afrique du Sud de convoquer d'urgence des sommets de BRICS sur des questions internationales importantes. La Russie, la lumière de l'Afrique. Les actes parlent fort depuis le retour en puissance sur la terre de l'humanité.
La stratégie énergétique russe à l'horizon 2050 implique la création d'un plan d'expansion des infrastructures d'exportation vers les pays d'Afrique, d'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique, a annoncé Pavel Sorokin, premier vice-ministre russe de l'énergie lors d'une réunion d'un groupe de travail de conseil d'État russe. Le ministre russe de l'énergie prévoit que l'Afrique, l'Amérique du Sud et les pays en développement de la région Asie-Pacifique deviendront des principaux centres de croissance de la consommation d'énergie dans le monde. Dans ce sens, un plan pour mettre en œuvre des programmes pour rediriger l'exportation d'énergie a été mis en place. Le ministère russe de l'énergie s'attend à ce que l'Amérique du Sud, l'Afrique et les pays en développement de la région Asie-Pacifique deviennent les principaux centres de croissance de la consommation d'énergie dans le monde. Voilà, après cette tranche consacrée aux informations, nous revenons sur le plateau et on aborde, Jonathan Batengene, la question de la démocratie occidentale qui désormais pourrait être opposée à une possible afro-démocratie. En tout cas, c'est ce que souhaite Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Effectivement, le président Obasanjo nous parle de l'afro-démocratie. On se pose bien des questions là-dessus. On veut savoir, ça sera comment l'afro-démocratie, ça sera une démocratie des Africains, ça sera un chef de village un super chef de village qui sera à la tête de l'État, voté par qui seront les grands notables, sera-ce une sorte de démocratie, comment dire ça, une élection indirecte, un peu comme aux États-Unis, les représentants qui votent le président. On se demande bien, les grands électeurs qui votent le président. Alors, mais toutes ces interrogations n'enlèvent pas aussi quand même la critique que vous apportez souvent à cette démocratie libérale. Les deux principes pour moi rentrent dans le même lot. La question de la démocratie pour moi elle pose énormément de problèmes. Pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que les systèmes dits démocratiques sont calqués sur le modèle maçonnique, de gestion maçonnique. Dans ce qui était les loges maçonniques, le grand maître était choisi par son ancienneté. Son ancienneté dans le temple. Et il était élu par ses pairs. Ces pairs, c'était généralement tous ceux qui avaient déjà un certain grade, qui sont réputés être membres de la loge. Donc quand je dis grade, parce que quand vous entrez dans les loges, ils avaient commencé par apprenti. Et bon, il y en a qui se posent des questions, mais comment Jonathan connaît ça? C'est pas difficile. Il faut lire l'histoire de la franc-maçonnerie. Il y a des ouvrages qui parlent de l'histoire de la franc-maçonnerie. Et c'est exactement le même modèle qu'on avait dans ce qu'on appelle les guildes de maçons. Donc les loges c'était le lieu où les maçons allaient se reposer. Et là-bas ils étaient organisés selon les grades. Il y avait le maçon qui avait atteint un certain niveau, ceux qui sculptaient les pierres, ceux qui aussi dirigeaient les travaux, donc ils connaissaient quelle pierre il fallait mettre à quel niveau. Et il y avait les apprentis. Les apprentis commençaient très jeunes à se former auprès des maçons professionnels. Et les maçons maintenant, en fonction de l'ancienneté, on les classait suivant les grades. Donc, quand on voulait quelqu'un qui coordonnait, parmi les maçons d'une certaine expérience, ceux qui avaient déjà l'aptitude étaient reconnus comme maçons. On élisait celui qui était le représentant. L'aristocratie, la bourgeoisie, quand elle va combattre l'aristocratie en récupérant les acquis parce que il fallait aussi dire, dans les groupes de ces maçons,
les maçons au sens de métier, hein. Ce n'était pas les maçons. La franc-maçonnerie est très récente. Il y a les gens qui vont vous raconter un tas de mensonges là, ils vous disent que la maçonnerie c'est depuis le temps de Salomon. Que le maçon qui vous parle du temps de Salomon, demandez-lui de vous apporter les plans du temple de Jérusalem. Il n'en aura pas. Tout ce qu'il aura, c'est des dessins d'enlumineurs qui ont été faits ici très récemment. D'autres ont été faits là au XVIIe siècle. L'enluminure, c'est un art. Ça n'a rien de terrible, c'est un art. Alors, on va vous parler de la construction des cathédrales. Oui, le savoir est venu d'Égypte, mais maintenant, il n'y avait pas la franc-maçonnerie là-bas. Ils vont récupérer un ensemble d'éléments, mais ce travail de récupération, tout le monde peut le faire. Donc, la maçonnerie, c'est au XVIIIe siècle. Les premières constitutions maçonniques vont être rédigées au XVIIIe siècle. Un pasteur français, un pasteur écossais et je crois un prêtre, un pasteur également français. Donc, les deux vont rédiger les fameuses constitutions, les premières constitutions. Et c'est ces constitutions qui définissent le rite. Alors, pour revenir aux organisations maçonniques, c'est elles qui ont vulgarisé la question du vote. Question du vote. Pour désigner un représentant. C'est vrai que ça existait de manière embryonnaire aussi en Europe, dans certaines contrées, même en Afrique. C'est-à-dire qu'on choisissait un représentant sur la base d'un certain vote. Mais en Afrique, on a ce qu'on appelle le consensus. Le consensus mahatique. Le consensus est différent de l'élection par le vote. Le consensus, c'est qu'on s'assoit sous l'arbre à palabre, on débat d'une question, on choisit en fonction de ce qui nous semble être la décision la plus consensuelle, celle qui arrange le plus grand nombre, ou bien celle qui va dans le sens de préserver le plus grand nombre. Parfois même, elle n'est pas celle qui arrange le plus grand nombre, mais quand on sent qu'elle peut préserver, on se dit, on va l'adopter. Et généralement, c'est des hommes qui ont des personnes qui ont une meilleure approche de la situation, qui débattent de la situation. Donc, le consensus mahatique n'est pas forcément, au sens occidental, la démocratie élective. Donc, chez les Occidentaux, c'est la démocratie élective qui a été adoptée parce que c'est ce que les francs-maçons ont promu. Le problème, c'est que quand nous prenons déjà, on vous dit, il y avait ceux qui avaient le droit de vote dans la loge. Ceux qui avaient le rang de maçon. Aux États-Unis, c'est différent. Ils ont pris ce qu'ils appellent les grands électeurs. Mais maintenant, pour voter, il fallait aussi avoir la citoyenneté américaine et il fallait avoir le droit de vote. Donc, vous savez que jusqu'à une certaine époque, les Noirs ne votaient pas. Les femmes, même à une certaine époque, ne votaient pas. Donc, le corps électoral, le collège électoral est toujours constitué d'une certaine manière. Aujourd'hui, ce collège électoral est élargi à toute la population. Mais maintenant, quand vous votez, on reste sur les mêmes logiques. Votre vote peut être travesti parce qu'il y a des moyens de fraude électorale. Vous savez qu'à l'élection de Joe Biden, il y a eu des fraudes électorales. Ce n'est pas nouveau. L'élection de Al Gore, l'élection de George Bush face à Al Gore, il y a eu des fraudes électorales. L'élection même de Barack Obama, on a soupçonné des fraudes électorales. Donc, il y a toujours eu des fraudes électorales aux États-Unis. Et les grands électeurs ne sont pas ceux qui décident en premier ressort. C'est généralement un collège de think tanks qui sont bien organisés, l'Atlantic Council, il y a d'autres organisations aux États-Unis qui choisissent, le lobby juif, ils choisissent qui sera le président. Et ils travaillent donc pour que celui-là devienne président. Comment ils vont faire? Ils vont, pour s'assurer qu'il est le vote populaire le plus important, ils vont limiter la capacité de publicité d'autres candidats qui ne les arrangent pas. Puisqu'ils détiennent les médias. Oui, ils caporalisent tous ces médias. On limite votre capacité de publicité. Maintenant, ils vont également influencer les votes en mettant plus de moyens auprès des électeurs pour se déplacer vers les urnes. Et quand bien même ils se rendent compte que le peuple peut faire un choix différent, ils vont donc procéder par la tricherie électorale. Vous voyez comment ces lobbies-là s'organisent pour créer
une pseudo-décision collective, alors qu'en fait c'est l'émanation de leur volonté. Alors Obasanjo, il a gouverné. Il connaît cette réalité. Ouais, voilà. Il connaît cette réalité. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes Nigeria. surpris quand même qu'il fustige justement ce système, un système dans lequel lui-même il a baigné? Non, ce n'est pas. Vous savez que Obasanjo est éjecté lui également du pouvoir, non pas comme les gens pensent, parce qu'il serait un grand démocrate, mais c'est qu'il était dans le fameux plan de Kadhafi avec Paul Biya. Mais lui, on l'a mis dans la liste. Parmi les gens qui vont être chassés, il y a Obasanjo. Obasanjo va partir également. Donc, et donc ce serait... Obasanjo est conscient... Alors ça veut dire que son idée d'une afro-démocratie n'est que la suite logique de ce qu'il pense. C'est certainement dans son entendement. Oui. Certainement dans son entendement. Il sait quel est le poids de la franc-maçonnerie au Nigeria. C'est la franc-maçonnerie et certains lobbies qui tiennent le Nigeria. Et les lobbies surtout évangéliques et d'autres lobbies aussi. Alors pour lui, le modèle actuel de démocratie n'a pas apporté des résultats. Ça ne peut pas apporter. Escomptés que ce soit en matière de gouvernance et même de développement dans de nombreux pays africains. Parce que le grand problème de cette démocratie, c'est une démocratie qui se confond davantage à une oligarchie. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le pouvoir financier, c'est ceux qui ont le pouvoir, l'ancien des lobbies financiers internationaux, c'est eux qui briguent la magistrature suprême. Et c'est ceux qui s'engagent à garantir les intérêts de cette oligarchie financière internationale qui se retrouve à la tête des États africains. Dans son entendement, nous soupçonnons que ce qu'il appelle afro-démocratie, ce serait que des lobbies financiers africains se constituent eux-mêmes de manière endogène et que c'est ces lobbies financiers qui prennent le contrôle du même processus. En fait, ce serait le même processus, mais en changeant juste les acteurs. En tout cas, il milite pour qu'il y ait cette démocratie qui prend en compte les spécificités en tant qu'Africains. Nous sommes davantage, nous croyons davantage à ce mécanisme mahatique. Vous savez, anthropologiquement, les Africains ont une manière de raisonner. Ils ont une manière de voir. Et cette manière de voir, effectivement, ce qu'il dit est vrai, cette manière de voir devrait être respectée. Le consensus mahatique pourrait être adopté comme mode de gouvernance, en rupture avec la démocratie libérale. Et le consensus mahatique, c'est ce que nous avons inventé de mieux. Parce que dans nos villages, quand vous allez dans les villages, quand on a conçu les pouvoirs cheval et que le chef réussit le chef est en harmonie avec son peuple, vous avez une organisation quasi parfaite de la vie sociale. Parce que le chef est dans toutes les sphères. Il n'est pas seulement dans la sphère du politique, il est aussi dans la sphère du religieux. Parce qu'il est l'intermédiaire entre les instances du monde de l'au-delà et le monde d'ici. Donc, il y a toute une cosmogonie qui se dégage du pouvoir qu'on ne retrouve pas dans ce qu'il appelle même démocratie. C'est-à-dire, pour les démocrates, le pouvoir est purement matériel. Purement matériel. Donc, c'est une conception, quand vous dites encore afro-démocratie, vous restez dans cette perception très matérialiste du pouvoir. Il faut sortir de cette conception, il faut sortir de ce carcan. Et nous pensons que les Africains doivent davantage s'envisager dans les principes anthropologiques qui existent en Afrique. Et vous voyez, c'est l'héritage que nous avons eu, par exemple, des Égyptiens anciens, parce que les Égyptiens également étaient dans cette conception du pouvoir qui dépassait simplement le cadre matériel de la vie sur Terre. C'était aussi un pouvoir qui était atemporel. Si on réussit à reconstruire quelque chose de similaire, vous savez, quand les Occidentaux arrivent, ils trouvent des royaumes prospères, ils ne le disent jamais. Les royaumes prospères comme le royaume du Congo, le royaume le royaume du Congo qui avait sa capitale à Luanda, l'actuel Luanda, le royaume le royaume, ils trouvent les royaumes comme l'empire du Mali, l'empire Songhai. Ils trouvent les grands royaumes qui sont prospères en Afrique et à Abomey, et même, je voulais citer un autre ici au Nigeria, tout à côté. Ils trouvent des cités bien organisées, là, qui avaient atteint un niveau de développement assez important. Mais ce qu'ils vont faire, c'est raconter un ensemble de bienfaisés,
de discours distordus sur l'histoire de ces peuples-là. Ils vont dire qu'ils nous ont trouvés en train de nous faire des guerres fratricides et qu'ils sont juste venus séparer ces guerres. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pris les esclaves que nous leur passions. Donc un peu comme si nous étions d'habiles sauvages, prêts simplement à faire la guerre, incapables de construire de véritables royaumes. Donc, mais ces royaumes-là étaient assis sur quoi? Ces royaumes prospères que nous connaissons, c'était assis effectivement sur une organisation cosmogonique de la société. Et c'est cette organisation qui permettait au pouvoir politique d'avoir une certaine stabilité, un certain rayonnement. Alors, si nous devons revenir aux traditions africaines, si nous devons revenir aux valeurs africaines, il faut bien asseoir notre pouvoir sur ce genre de mécanisme. Et nous pensons que si nous le faisons, ce ne serait pas contradictoire avec l'évolution du monde actuel. Parce que dans le monde multipolaire, il n'est plus question que les peuples africains se mettent à reproduire les schémas d'autres peuples. Ils doivent inventer, ils doivent s'inventer à partir d'un modèle qui leur est propre et le proposer également à l'humanité comme un modèle viable qui pourrait être adopté par d'autres peuples. Très bien, générique, et puis on va se retrouver pour le sport. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et bien sûr, l'heure du sport est avec Monsieur Sport, c'est Hervé Ponja Sanjo. Bonjour Hervé. Bonjour Bachir, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Voilà, j'arrive de par l'Afrique et de par le monde. Eh bien, rappelons que Hervé est donc là avec toute une liste de points à soulever aujourd'hui. On va parler du Cameroun, de la qualification de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde U17, de la CAN en Côte d'Ivoire, de la boxe avec Tyson Fury versus Ngannou, on y revient. En tout cas, on va commencer par le Cameroun, pour ne pas dire par les Camerounais qui évoluent dans le milieu du sport. Vous m'avez cité Francis Ngannou et Joel Embiid, qui sont récompensés. Naturellement, le Cameroun, via le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a tenu à récompenser ces athlètes de haut niveau qui ont mis le drapeau, qui ont hissé le drapeau du Cameroun très haut sur le plan mondial. Notamment, on se rappelle du titre de Joel Embiid, reçu l'année dernière en tant que meilleur joueur MVP de la NBA en saison régulière, et notamment du double sac de Francis Ngannou en tant que champion du monde des poids lourds de MMA et son combat élogieux face au champion du monde de WBO, Tyson Fury. Combat qui s'est d'ailleurs déroulé en octobre dernier du côté de Riyad. Donc le chef de l'État a décidé de les élever à l'ordre du commandeur. Je vois qu'il y a le décret, voilà, c'est ça ici. Oui, commandeur de l'ordre de la valeur. Oh, oui. Ok. En tout cas, on va dire félicitations à nos deux sportifs de haut niveau qui représentent fièrement le Cameroun. Même si Joel Embiid a décidé de jouer pour la team USA pour les Jeux Olympiques 2024. En tout cas, il ne nie pas ses origines, c'est ça qui est aussi très important. Bien sûr. Très bien, on va parler d'autre chose. Qualification pour la Coupe du Monde 2026, la zone Afrique. Libye contre Cameroun, la Libye qui risque une lourde sanction. Alors, dites-nous tout. Alors, justement, Bachir, lors de la rencontre de cette deuxième journée de qualification pour la Coupe du Monde zone Afrique, la rencontre opposant la Libye au Cameroun, il y a eu des faits majeurs qui se sont produits avant et pendant la rencontre. D'accord, lesquels? Pour la petite histoire, lorsque le Cameroun arrive du côté de Benghazi, et ils sont reçus de façon hospitalier, mais on se rend compte plutôt qu'il y a eu une sorte d'hypocrisie dans cette réception, puisque à l'entame de la rencontre, le président Samuel Eto'o, d'ailleurs qu'on voit à l'image, n'a pas pu avoir accès à la loge présidentielle du stade de Benghazi. Oui. Pire encore, lorsqu'on était en train de donner l'hymne national, du Cameroun, contre toute attente, il y a eu arrêt au niveau de la régie technique. Donc l'hymne national du Cameroun n'a pas pu arriver à son terme. Hormis cela, pendant la rencontre, nous avons vécu une scène surréaliste des lasers qui, pendant 90 minutes, allaient à l'encontre des joueurs camerounais, les empêchant notamment de produire du jeu et de la qualité dont ils tenaient. Mais cela n'a pas empêché que le Cameroun et la Libye se séparent sur un score de parité. Alors, beaucoup d'irrégularités. Et aujourd'hui, quelle est l'instance qui pourrait sanctionner la Libye? Naturellement, la FIFA. La FIFA, puisque c'est une rencontre qui est sur l'égide de la Fédération internationale de football. Et donc, le dossier est sur la table en ce moment? Déjà, le Cameroun en a porté plainte et en a porté réserve.
Très bien. Alors, parlons d'une autre Coupe du Monde, et cette fois-ci, c'est les U17 en Indonésie, et l'Afrique qui a 2 représentants en quart de finale. Alors, les U17 du Mali, oui, dans la lancée de la libération de Kidal également. Naturellement. Oui. Puisque les Kidal, ça reste un fait d'actualité de ce côté-là. Oui. Alors, les Marocains, en 8e de finale, ont battu 5-0 l'équipe du Mexique, célébrant ainsi une fois de plus la libération de Kidal. On le sait d'ailleurs de ce côté du Mali. C'est une joie, c'est une effervescence totale dans ce pays-là qui était sous l'emprise de ces rebelles-là. Et il y avait notamment une autre rencontre entre le Maroc et l'Iran. Les 2 équipes ont fait jeu égal dans le temps réglementaire, mais se sont séparés au tir au but 4-1 en faveur du royaume chérifien. Seulement, le champion d'Afrique en titre des U17, le Sénégal, est tombé face à la France au tir au but 5-3. Eh bien, autre chose, et là c'est la Côte d'Ivoire avec les effectifs qui pourraient être revus à la hausse. Bien sûr. Alors, l'année dernière, le sélectionneur à l'UCC du Sénégal avait demandé à la Confédération africaine de football de revoir les effectifs à la hausse, tout simplement parce que pendant les compétitions ou pendant les trêves de FIFA, pendant les fenêtres FIFA, on a souvent des joueurs qui sont blessés. D'ailleurs, le Cameroun en a payé des frais pour ce 2e match de qualification pour la Coupe du Monde. Il avait souhaité qu'on revoie les effectifs à la hausse, chose qui semble être faite, bien que le président de la Fédération de football ivoirienne en a vendu la mèche bien avant, disant notamment que les effectifs pourraient aller de 23 à 28. Il reste maintenant que la Confédération africaine de football puisse confirmer cette information, et ça fera certainement du bien pour les différentes nations qui vont se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire. Et enfin, la boxe. Tyson Fury, Ngannou, ça revient encore, je vois. Bien un rematch. Oui. Dans un contexte peut-être différent? Naturellement, contexte différent tout simplement parce que Francis Ngannou a été installé au 10e rang des boxeurs poids lourds dans la boxe. Alors, la défaite... 10e niveau. 10e niveau. Oui. Donc, il est au 10e rang. 10e dans le classement. D'accord, oui. Alors, donc là, il y a une sorte de rematch qui pourra être refait, mais il faudrait tout simplement que Tyson Fury puisse... faire son combat de février face à l'Ukrainien, c'est qu'il pourra le mettre sur le plafond du monde en tant que le super boxeur planétaire. Mais seulement, il y a une interrogation qu'on doit se poser sur ce combat-là. En boxe, généralement, on ne survole pas les étapes. On doit commencer par des catégories inférieures, glaner les titres avant de se retrouver à la catégorie poids lourd. Mais le cas de Francis Ngannou, forcément, laisse pas mal d'interrogations dans la tête des personnes qui sont amoureux de la boxe et des sports de combat. On se demande comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un titre en jeu ou pas? Donc, un match se prépare, mais on ne sait pas si le titre sera en jeu. Bien sûr. En tout cas, toutes les caméras de Pan-African Media seront braquées de ce côté-là. Merci Hervé. Je vous en prie. Et puis on va se retrouver demain pour la dernière de la semaine. Bien sûr. Avec le même plaisir. Et puis la transition, un petit jingle pour accompagner Hervé et on se retrouve juste après pour le mot de fin. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Qui nous ramène vers notre plateau central et l'appelant qui est là, mis en attente depuis quelques minutes. On va le prendre. Allô, bonjour. Oh, bonjour, monsieur Pachi Ladan, le meilleur journaliste du monde, celui avec qui nous sommes dans la victoire. Je reviens pour le deuxième sujet. Oui, à vous. Et je conviens avec ce que le brillantissime Bateguene Jonathan a dit, c'est la démocratie actuellement que monsieur le président, l'ancien président ambassadeur essaie de promouvoir, c'est celui du consensus. Vous comprenez? Parce que nous, les panafricanistes, nous avons toujours prêché que Dieu, dans sa justesse et dans son principe de dualité, quand il y a un problème, il y a une solution. Donc, s'il y a un problème africain, il y a solution africaine. Donc, nous avons toujours convenu que toutes nos solutions sont dans l'Afrique. Donc, il y a toutes les réponses sont ici en Afrique. Et cette réponse-là, elle est dans le passé africain. Partout dans le passé africain, nos sociétés étaient régies sur le consensus. Dans ce consensus, il n'y avait pas de perdants. Tout le monde y trouvait son intérêt. Parce que c'est ce que nous les Africains, dans nos sagesses, nous avons dit. Que l'amour, c'est pas évident, mais le respect,
c'est ce dont la société a besoin. Le respect de tout et chacun. Donc, dans le consensus, justement, on respecte les désirs et les intérêts de tout et chacun. Chacun y trouve son intérêt, d'où la paix. Vous voyez, c'est comme un commerce d'où. Et c'est à ce niveau-là qu'on va revenir. Parce que si on se rappelle même de la gouvernance de Obasanjo, c'est la seule gouvernance au Nigeria où il a créé des champions locaux. Comme par exemple, tous les milliardaires qu'on voit aujourd'hui, c'est au temps de Obasanjo qu'il a créé les Dangote et tout. Parce qu'il savait que c'est comme ça qu'il faut créer l'équilibre. Vous comprenez? Quand vous créez des champions nationaux, ça fait du coup qu'ils vont appuyer l'économie. Donc c'est le même système du consensus aussi. Dans le consensus, il n'y a pas de perdants comme la démocratie européenne actuellement ou occidentale qu'on nous impose, où la majorité à 51% vient gouverner ce qu'on appelle la minorité à 49%, mais qui a une grande marge. Mais ils sont opprimés parce qu'on les met à l'écart de la gestion de la cité. D'où les palabres commencent. Donc, il faut repartir à notre essentiel, qui est celui du consensus. Avec Bachir, nous sommes dans la victoire. Bonne continuation. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fournan. Bye bye. Pasteur Soa, bonjour, vous m'écoutez? Oui, bonjour, Bachir, la dame. Bonjour, cher ami, merci de nous honorer. C'est la première fois que Pasteur Soa nous appelle sur les antennes de Pan-African Media. En tout cas, c'est un honneur. Nous sommes avec Jonathan Batengini. On vous écoute, Pasteur Soa. Bonjour, Bachir. D'abord, comme mes portables ont été volés d'abord dans un premier temps, oui. Et je n'avais plus vraiment vos contacts, donc c'est pourquoi j'ai cherché. Et maintenant, puisque For You TV, je n'avais pas ça, donc j'ai cherché aussi à savoir si tu gérais For You TV et puis cette nouvelle télévision contre les questions. Donc maintenant, tu peux me donner le sujet sur lequel vous êtes en ce moment. Très bien, nous parlons de la démocratie en ce moment, cher Pasteur Soa. Alors, le président Obasanjo du Nigeria, l'ex-président si vous voulez, qui fustige la démocratie occidentale et il propose une afro-démocratie. Comment est-ce que vous analysez cela? Merci. Merci. Je pense que ce qu'il propose n'est pas mal, l'afro-démocratie, et je pense que c'est ce que le guide libyen nous avait également à son temps aussi proposé. Et la démocratie à l'africaine, la démocratie également qui prend en compte également nos coutumes, nos traditions et nos réalités. Mais le problème, c'est que lui, le président nigérien, est-ce qu'il a la pensée occidentale en lui ou est-ce qu'il a vraiment la pensée africaine en lui? Parce que si c'est eux qui ont voulu, c'est lui plutôt qui a voulu que le Nigeria, je vais parler du Niger plutôt, le Niger soit attaqué. Non, je voudrais rectifier rapidement. Là, nous parlons de l'ancien président Obasanjo et non de Tinubu. Ouais, c'est l'ancien président Obasanjo qui propose cette afro-démocratie et non l'actuel Tinubu. Ah, ouais, merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Et si c'est l'ancien président Obasanjo, il faut dire que c'est quelqu'un quand même qui a marqué un bon pas en Afrique ici dans sa gestion. Et je pense que, Bachir, cette proposition, moi je trouve que c'est bien. Mais c'est bien. Mais est-ce qu'il serait écouté puisqu'il n'est pas au pouvoir, il n'est pas aux affaires? Est-ce que les autres chefs d'État pourront également accepter? Parce que cette afro-démocratie, je pense que ça a lien ou ça a des liens avec le panafricanisme. Et c'est ce que Kwame Nkrumah nous enseignait, c'est ce que Patrice Lumumba nous enseignait, c'est ce que le président de la Guinée Conakry à son temps, Sékou Touré. Donc, comment aujourd'hui on peut adapter cela ou bien comment nous pourrons appliquer cela? Et je pense que nos chercheurs ou nos intellectuels ou nos géopoliticiens aujourd'hui
doivent maintenant penser et réfléchir à ça. Donc, voici ma préoccupation et voici ma proposition. Bachir. Pour cette contribution, eh bien, toutes nos salutations à tous ceux qui œuvrent à vos côtés. Mesdames et messieurs, on va remercier Jonathan Batengene. Joe. C'est toujours un plaisir, Bachir. Nous serons toujours à notre poste. Et demain, certainement, pour une très belle émission encore, en compagnie de ces magnifiques publics qui est toujours en commentaire. Nous les lisons là. Ouais, Ousmane Kamou, voilà, Bon Samaritain. Je vois des nouveaux, hein, Ampoule Salami. Oui, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Ça montre qu'on est en train de recruter de nouveaux. Ça avance de toutes les façons. Et beaucoup d'entre eux nous écrivent pour demander un sujet sur la tournée de Guillaume Kigba Forisoro dans les États de l'AES. Demain, on va le faire. Demain. Mais aussi en large format, samedi, avec la présentation de Linda Ndidi, eh bien, vous aurez des invités de marque qui vous permettront de mieux comprendre ce que recherche Guillaume Soro en allant vers les pays de l'AES. Merci à notre ami Barthélémy Zaongo qui était avec nous. Il a été rappelé pour une grande conférence du côté de Ouagadougou et donc il nous a quitté un peu plus tôt. On le retrouvera certainement dans les prochaines éditions. Toute l'équipe technique de Pan-African Media, merci pour la préparation et la production de cette autre belle émission. On se retrouvera demain quand il sera 6h en temps universel et 7h heure de Yaoundé, Inch'Allah. Bonne journée à toutes et à tous.